Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui m'a été beaucoup réclamée et un style de vidéo qu'en général vous appréciez, bien que évidemment on parle beaucoup de chiffres et que pour certains cela soit un petit peu abscon, donc on va essayer de vulgariser tout ça. Puisque, figurez-vous, vous le voyez, que le 13 mai, l'Olympique lyonnais, alors qu'on doit désormais appeler Eagle Football Group, a publié ses résultats, enfin tout du moins ses revenus après 9 mois d'exercice 2023-2024. Il faut savoir que ce document, malheureusement, à ma grande déception, ne présente pas les charges et donc les résultats de l'entreprise. Pour cela, il faudra attendre la fin du mois de juin et la publication, je pense, à la mi-août, voire peut-être un peu plus tard. Mais enfin bon. Donc là, on aura surtout la progression des revenus de l'Olympique lyonnais, avec une situation qui est ce qu'elle est. Pour ma part, je vous présenterai mes prévisions. Alors des prévisions qui ne tombent pas du ciel, des prévisions qui se basent sur les comptes qui ont été publiés après 6 mois et donc les résultats de revenus au 3e trimestre. Donc en combinant tout ça, on arrive à petit peu près à voir où on va. On fera un petit point sur les droits télé. Je vous parlerai évidemment de la question que tout le monde se pose. Va-t-on passer la DNCG ? J'expliquerai comment fonctionne la DNCG. Et évidemment, je répondrai à toutes les questions que vous avez eu la gentillesse de me poser dans les commentaires en espérant vous apporter un éclairage. Alors, on le voit d'ores et déjà, figurez-vous qu'il y a un revenu auquel je ne m'attendais pas. Bon, l'OL évidemment s'y attendait, mais moi je ne m'y attendais pas. C'est la concession d'une licence de 50 ans auprès de l'OL féminin, et en contrepartie, l'OL reçoit 27 millions, donc c'est quand même pas rien. Alors attention, c'est un versement unique. Un versement, alors c'est pas vraiment un versement, c'est des compensations de comptes de créances, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'en tout cas, aux yeux du bilan et donc de la DNCG, c'est considéré comme un revenu. Donc 27 millions qui évidemment viennent embellir le résultat, mais bon, je le répète, c'est un revenu unique pour les 50 prochaines années qui n'a donc pas vocation à être répété annuellement. Deuxième élément très important, c'est la progression très importante des events. Figurez-vous que le grand stade nous rapporte de l'argent, que l'Arena nous rapporte de l'argent. Je ne vais pas en dire plus tout de suite puisque ça fait partie des questions qui ont été posées. Et on va regarder maintenant un petit peu dans le détail, mais bon, je vous rassure tout de suite, ça va aller vite, l'évolution par rapport à l'année dernière. Alors sur ce tableau, vous avez l'évolution après les 9 mois de l'exercice précédent, donc le 31-3-2023, et donc au 31-3-2024. Alors, ce sont des estimations, ça n'a pas été audité. Il faut savoir que les comptes sont revus par des auditeurs indépendants pour voir si les comptes sont sincères. On va partir du principe que c'est bon. Alors, au niveau de la billetterie, on reste à peu près au même niveau, 24,8, 25,5. Donc, c'est à peu près pareil. On a un peu plus de matchs de Coupe de France, donc c'est peut-être ça. On a reçu assez souvent Coupe de France. Donc c'est sans doute ça qui fait augmenter quelque peu, puis sans doute plus de spectateurs que l'année dernière. Les droits télé sont en baisse, mais il faut dire aussi que l'année dernière, on avait reçu le premier versement de CVC de 16 millions. On en reparlera de CVC parce que c'est très très important. Donc c'est pour ça que les droits télé baissent. Bon, vous voyez toujours quasiment aucun revenu européen, mais ça c'est logique. Les partenariats sont en baisse de 7%, mais parce que certains partenaires ont fait défaut, et puis il faut dire que les résultats du début de saison n'incitait pas beaucoup de sponsors à venir associer son image à celle de l'Olympique lyonnais. Les produits de la marque augmentent très nettement, notamment grâce aux 27 millions de concessions à l'OL féminin. Donc ça, c'est ponctuel. Et les events, et ça par contre, c'est une très très bonne nouvelle,
Les events passent de 9,5 millions à 28,3, donc multiplié par 3, ça c'est quand même fantastique. Les séminaires et les visites, ça reste constant. Par contre, c'est les grands événements qui tirent tout ça. Donc, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, etc., etc. Des grands concerts. Il y aura les Jeux Olympiques. Écoutez, la réception des matchs de l'équipe de France. Donc, tout ça, évidemment, ça booste le truc. Et évidemment, les revenus de l'Arena. Mais malheureusement, à l'intérieur des détails qui sont donnés, on n'a pas les revenus de l'Arena. Donc l'Arena, il faut savoir qu'elle a été mise en place, enfin elle a été inaugurée au mois de novembre, si je ne me trompe pas. Donc finalement, on n'a que 4 mois d'exploitation de l'Arena, donc c'est difficile de déterminer combien. Quand on aura l'exercice définitif, on aura 6-7 mois, dont les 6 derniers, donc on pourra vraiment savoir combien à peu près rapporte l'Arena. Donc évidemment, c'est dommage de s'en séparer, mais ça c'est un choix du propriétaire, on ne peut pas faire grand-chose. Du coup, quand on cumule tout ça, plus les sessions de joueurs, qui sont très très importantes, 97 millions, eh bien on arrive à 252 millions, ce qui veut dire qu'on peut se projeter sur un chiffre d'affaires annuel entre 300 et 350 millions. J'y reviendrai dans quelques instants, donc une progression de plus 24% par rapport à l'année dernière. C'est bien, mais effectivement, c'est tiré essentiellement par les sessions de joueurs, 97 millions, la concession à l'équipe féminine et effectivement des produits, des grands events qui font franchement très très plaisir. Alors le tableau que vous avez à l'écran, c'est de ma fabrication personnelle, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû recommencer la vidéo d'hier, tout simplement parce que je n'avais pas affiché ce tableau, en tout cas il ne s'affichait pas. Et s'il ne s'affiche pas, on ne peut pas comprendre ce que je dis. Enfin, on peut le comprendre, mais c'est beaucoup plus difficile sans le visuel du tableau. Alors, ce tableau, je l'ai élaboré. Donc, c'est pour moi une projection du bilan de l'OL 2023-2024. Vous voyez ici que j'arrive à 349 millions de produits. Alors par rapport au tableau qu'on a vu précédemment, il faut aussi, outre les revenus réguliers, il faut rajouter la cession de l'OL Reign, qui n'est pas encore formalisée et qui n'est pas dans les 250 millions que l'on a vu juste avant. Donc on va arriver, vous le voyez, on retrouve les 97 millions de cessions de joueurs, la redevance de 27 millions de l'OL féminin, donc 350 millions de produits cette année, c'est très bien, mais... parce qu'il y a un mais, nos charges, elles restent tout simplement délirantes. 430 millions. Pourquoi ? Essentiellement, alors, outre les charges externes et les achats consommés, ça c'est tout ce que l'on utilise au quotidien, les prestataires extérieurs, etc., etc. Sachant que j'ai retenu 110 millions parce que j'ai défalqué 10% de l'OL féminin qui donc n'est plus dans nos comptes. Les charges de personnel ne cessent d'augmenter et le mercato d'hiver qui a ramené Matic, qui a ramené Benrahma, dont le salaire à West Ham était de 3,3 millions d'euros, donc autant vous dire qu'il a au moins ça à l'OL. Mangala qui était à 1,6 million je crois à Nottingham Forest et donc qui doit être au moins 1,6 million, mais à mon avis 2 millions voire plus. Les amortissements, les provisions, ça c'est pas gênant parce que c'est des infrastructures, donc ça c'est pas trop un problème. Le résultat financier, lui, moins 33 millions, ça c'est les intérêts de la dette qui a été rééchelonnée. Et vous allez me dire, oui, mais les achats de joueurs, il n'y a pas 20 millions. Si, en fait, il n'y a pas 20 millions, il y a 100 millions. Mais pour les achats de joueurs, on amortit, on considère que ce sont des actifs, donc on amortit l'achat d'un joueur sur la durée de son contrat. Donc quand vous achetez pour 100 millions de joueurs, si les joueurs ont un contrat de 5 ans, eh bien dans vos comptes, ça ne compte que pour 20 millions. C'est un petit peu la magie du truc. Et vous voyez que, alors évidemment c'est effrayant, puisque malgré 349 millions de produits et donc 430 millions de charges, on est à un déficit de 81 millions. Je rappelle que l'année dernière, on était à un déficit de 99 millions. Alors évidemment, on pourrait se dire, aïe, 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 moins 80 millions de déficit, comment va réagir la DNCG ? Alors moi, je pense qu'elle ne va pas si mal réagir que ça pour une raison simple,
c'est que dans ce résultat ne figurent pas les 50 millions de CVC. Donc CVC, c'est le fonds qui a donné, qui a avancé 1,5 milliard à la Ligue suite au Covid. Et en contrepartie de ces 1,5 milliard, eh bien, la Ligue va devoir rétrocéder 13% de ses droits télé ad vitam aeternam, ce qui évidemment pose problème et qui est actuellement discuté sur le plan judiciaire. Donc, si on va voir la DNCG, elle va constater les 80 millions de déficit, mais elle sait, parce que ça c'est une somme qui va arriver, qu'il y a 50 millions qui vont tomber au mois de juillet, peut-être même au mois de juin, je ne sais pas. Hier, avant-hier, j'ai entendu que c'était au mois de juillet, donc je l'ai mis sur l'exercice prochain, mais ça peut très bien être sur cet exercice. Donc vous voyez, finalement, on tombe à 30 millions. Alors pour une équipe comme Brest, 30 millions, ce serait évidemment un déficit énorme, mais pour un club comme l'Olympique Lyonnais, 30 millions de déficit, c'est rien du tout. C'est même pas 10% des revenus, donc je ne vois pas pourquoi la DNCG tiquerait sur ce sujet. D'autant plus que, et ça c'est très important, on a tenu les engagements qui avaient été pris, c'est-à-dire la cession de l'OL Reign, la cession de joueurs. Alors ça, malheureusement, ces engagements n'ont pas été pris avant le passage de la DNCG l'année dernière. Mais en tout cas, ça a été fait. C'est ce qui nous a permis d'avoir un mercato d'hiver. Donc, pour moi, ce bilan, il est correct. Malheureusement, ce poste-là continue d'augmenter. Le 52%, qu'est-ce que c'est ? Le 52, j'en parlerai tout à l'heure, puisque ça fera l'objet d'une question. La conclusion que j'ai sur ce bilan, qui est prévisionnel, attention, hein, ça c'est mon interprétation. On pourra le comparer au bilan définitif, mais je pense que je ne serai pas très loin. Ce qui dépend beaucoup évidemment de CVC, est-ce que les 50 millions seront versés avant le mois de juin ou après ? Donc si on rajoute 50 millions, on est à moins 31 millions. Donc honnêtement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Le problème évidemment, c'est que pour arriver à ce résultat, vous avez été obligé de vendre des choses que vous ne pourrez pas vendre dans le futur. L'OL Reign, c'est vendu, c'est vendu. CVC, ça va arriver une fois mais pas deux. La concession de l'OL féminin, alors ça reviendra peut-être dans 50 ans, mais en tout cas pendant 50 ans, vous ne l'aurez plus. Par contre, et les cessions de joueurs, si on vend 97 millions chaque année, forcément, on affaiblit l'équipe. Par contre, ce qui reste évidemment, ce sont les autres achats et charges externes et les charges de personnel. Donc ma conclusion, c'est que le poste salaire ici reste intenable, nécessité absolue d'amorcer une réduction substantielle, vente de gros salaires et notamment ceux qui ont une valeur marchande élevée, parce que si vous vendez Cacré Cherki, on va dire, allez, 35 millions pour les deux, je fais un lot, non seulement vous récupérez 35 millions, ça c'est une, c'est une évidence, mais en plus, vous délestez de deux gros salaires. Donc, il va falloir faire du ménage là-dedans. Alors, puisqu'on y est, j'ai fait une projection sur 2024-2025. C'est très ambitieux parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la DNCG, là, dans les semaines qui viennent, ça va commencer d'ailleurs dès la semaine prochaine, puisque je crois que les consultations des clubs commencent le 24 mai. Donc, vous voyez, ça arrive alors que les droits télé ne sont pas encore attribués pour la saison prochaine. Donc, la DNCG, qu'est-ce qu'elle va juger ? Elle ne va pas juger le bilan qui vient de s'écouler, elle va évidemment le regarder, voir si les engagements qui ont été pris ont été respectés, mais elle va regarder le bilan prévisionnel de 2024-2025, parce qu'en fait, la DNCG, elle vous donne le feu vert pour l'année qui vient sur le bilan que vous allez présenter, un bilan, enfin un budget, un bilan c'est après, un budget c'est en amont, un budget prévisionnel. Alors, je suis parti avec des produits hors trading, on va dire, qui continuent par rapport à ce qu'on avait la saison passée. Ils peuvent évidemment évoluer, ils peuvent même très bien évoluer si on se qualifie pour une Coupe d'Europe. Je vous rappelle qu'hier, Marseille a perdu, donc si nous faisons ne serait-ce qu'un match nul dimanche, nous serons sûrs de faire la Conference League. Une compétition qui ne rapporte pas énormément, mais qui quand même rapporte de la billetterie, du sponsoring, donc il y a quand même un enjeu financier certain. Donc ces chiffres-là, c'est sans Coupe d'Europe. Je ne peux pas faire des chiffres avec des Coupes d'Europe dès lors qu'elle n'est pas certaine. Donc la billetterie, ça reste pareil, les droits TV, ça reste à peu près pareil, les partenariats, etc., etc.
On aura 2 produits exceptionnels, donc la cession de l'Arena, évaluée à 160 millions, mais ça pourrait être quand même un peu moins sur des choses aussi importantes. Les prix, évidemment, peuvent varier. 160 millions, c'est ce qu'espère l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il aura 160 millions? C'est loin d'être sûr. Donc j'ai imputé CVC sur l'exercice qui vient, et donc vous voyez que j'ai mis des cessions de contrats de joueurs. Pour le moment, c'est mon point de vue, attention, et donc je vais les détailler. Et donc ça nous ferait 414 millions de produits, avec 370 millions de charges, tout simplement parce que j'ai déduit les salaires des joueurs que j'avais l'intention de transférer, ce qui nous permettra, et oui, vous le voyez, en 2024-2025 d'être bénéficiaires. Donc autant vous dire que pour l'exercice qui se clôture et l'exercice qui vient, il n'y a pas grand-chose à craindre. Le seul problème, c'est qu'on vit au-dessus de nos moyens et que pour le moment, on a des revenus exceptionnels, que ce soit l'OL Reign, la cession de l'Arena, CVC, qui ne se reproduiront pas les années qui viennent. Je rappelle que le Grand Stade est mis en garantie des emprunts de l'Olympique Lyonnais. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les emprunts puisque j'ai eu une question sur le sujet. Donc de toute façon, on doit absolument baisser le poste dépenses, les salaires et peut-être d'autres dépenses dans le futur pour pouvoir tenir le choc. Alors, sur les joueurs qui serait bon de pouvoir faire partir, donc Anthony Lopez, ça ce sont les salaires plus les charges. Dejan Lovren, salaire plus charge. Cacré, salaire plus charge, etc. Donc on peut faire, avec Cherki, Diomandé et Tagliafico, une économie de 31 millions. 31 millions, quand même pas rien. Et en plus, on récupérerait, alors bon, on peut évidemment discuter de ces montants, c'est une évaluation, on peut récupérer une 40aine de millions en revenus de transfert, ce qui nous permettra évidemment, quand on va aller devant la DNCG, de présenter un bilan prévisionnel qui tient totalement la route et donc qui, selon moi, devrait plaire à l'instance. Alors la DNCG, évidemment, beaucoup y voient du complotisme, des collusions avec Jean-Michel Aulas, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la DNCG, c'est un organisme indépendant avec des gens qui sont des experts comptables, des auditeurs, des fiscalistes, des juristes, et que Jean-Michel Aulas, John Textor et tout ça, ils s'en foutent royalement. Alors, il peut y avoir des amitiés qui se sont créées au fil des ans, et ça, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des organismes de contrôle qui contrôlent la DNCG, notamment ses décisions, et qu'elle ne fait pas n'importe quoi. Et en fait, la DNCG, elle a une règle qui est que dès lors que vos salaires, vos charges salariales dépassent 70% de vos revenus, vous êtes encadré. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé la saison passée ? Donc ça, c'est le bilan, le budget 2023-2024. Eh bien, quand John Textor est allé à la DNCG, comme il avait prévu de ne pas faire de vente, au lieu d'avoir 97 millions, on avait 0. Donc si on met 0 ici, eh bien, on voit qu'avec les salaires qu'on a, on passe à 72% des recettes. En plus, l'OL Reign, c'était pas sûr. Donc si vous enlevez l'OL Reign, eh bien, on est à 90%. D'accord ? Donc, pour la DNCG, vous êtes largement au-dessus de la limite de 70% autorisée. Donc, si on rajoute l'OL Reign et que l'on rajoute les cessions de joueurs, eh bien, vous descendez à 52%. C'est pour ça que quand vous allez voir la DNCG au mois de janvier, elle vous dit « Ok, mais encore avec une limite. » Alors, une limite rehaussée par rapport à l'été dernier, mais vous voyez, ça ne tombe pas de nulle part. Alors c'est pour ça que moi je suis optimiste pour la saison à venir, puisque avec les ventes que j'imagine intervenir, on passerait à 138 millions de charges de personnel, ce qui est encore beaucoup trop. Mais disons que pour la saison à venir, ça va passer, parce que vous en vendez l'Arena, vous allez avoir CVC, et vous n'êtes donc qu'à 33% de charges salariales par rapport à vos revenus. Donc là, la DNCG n'a aucune raison de nous encadrer. Je vais mettre ça en vert. Donc elle n'a aucune occasion aucune raison de nous limiter. Par contre, elle va pouvoir dire, et elle aura tout à fait raison,
il faut impérativement, en pensant à l'avenir, que ce poste baisse sensiblement. Et il se trouve que le hasard veut qu'en 2025, vous avez tous vos gros contrats, quasiment tous, qui vont arriver à échéance. Donc Anthony Lopez, Lovren, Ryan Cherky, Tagliafico et Alexandre Lacazette. Donc ça vous fait faire des économies substantielles. Par ailleurs, et ça c'est très très important pour 2026, vous voyez, il faut se projeter assez loin, c'est que ici ne figurent pas les revenus éventuels d'une qualification en Ligue des Champions. Là, vous avez 210 millions, 160 avec l'Arena et 50 avec CVC, que vous n'aurez plus donc l'année suivante. Mais si vous qualifiez pour la Ligue des Champions, ça vous rapporte quasiment 100 millions puisque les dotations de la Ligue des Champions ont été augmentées. Il y a plus de matchs puisqu'il y a 8 matchs de groupe. Et en plus, Canal+ a acheté très 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 cher les droits de la Coupe d'Europe. Et donc vous avez des restitutions financières de droits télé qui sont bien supérieures au passé. Donc il faut considérer que désormais pour l'Olympique Lyonnais, une qualification en Ligue des Champions, c'est quasiment 80 à 100 millions de revenus en plus. Donc si vous avez une qualification pérenne en Ligue des Champions, eh bien vous pouvez tenir à peu près la baraque dès lors que vous réduisez quand même le poste de salaire, parce que les autres postes, c'est quand même difficile d'y toucher. Les achats consommés, on peut sans doute faire des économies, mais voilà, donc pour l'année prochaine, moi je ne vois pas de problème particulier avec la DNCG. Alors, je vais enchaîner avec vos questions. Merci à tous qui avez posé des questions. Ça permet vous êtes un peu le relais de tous les auditeurs qui sans doute se posent les mêmes questions que vous. Alain Desprats me demande, un article a dit il y a quelques semaines que l'OL est surendetté. Pour le spécialiste que tu es, quelle est la vérité? Selon toi, quels sont les joueurs certains d'être vendus pour boucher les trous? Alors, l'OL est très endetté, mais je ne dirais pas qu'il est surendetté, parce que surendetté, c'est quand vous ne pouvez plus tout simplement rembourser vos emprunts, et pour le moment, on n'en est pas là. Mais vous allez voir que l'endettement, il est gigantesque. Pour illustrer mon propos, je vais ressortir les chiffres des 6 premiers mois. Il se trouve qu'au mois de novembre ou début décembre, l'OL a renégocié sa dette. Mais renégocier sa dette pour en rajouter. C'est ça un petit peu le problème. Vous voyez qu'au 30/6/2023, donc à l'issue du dernier exercice, nous avions 287 millions de dettes, d'emprunts divers, etc., auprès de 13 banques. On a renégocié tout ça et on est passé de 280 à 544. Donc évidemment, ça, ce n'est pas très positif, puisqu'on a quasiment doublé notre dette. Alors, la dette qui restait, elle était sur très très peu, une période assez courte, et donc c'est pour ça qu'on ne pouvait tout simplement pas la payer. Et la nouvelle dette de 500 millions, elle a été engagée sur 20 ans. 20 ans. Alors oui, vous baissez votre mensualité, mais vous payez énormément d'intérêts. J'avais calculé ça à plus de 350 millions d'intérêts. Alors, c'était sans doute nécessaire, mais effectivement, je ne dirais pas qu'on est surendetté, mais on est très endetté. Ça, c'est une certitude. Alors, la deuxième partie de la question sur les joueurs qui sont le plus susceptibles d'être vendus. Alors, Anthony Lopez, lui, ne sera pas vendu en tant que tel, puisque l'Olympique Lyonnais a dit qu'il allait le libérer. Alors, le libérer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le payer, puisqu'il a encore une année de contrat, mais qu'on ne prendra pas d'indemnité de transfert, mais on se libérera d'un salaire important pour faire de la place à Lucas Perry. Ça, c'est ce que veut faire l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Ça, ce n'est pas sûr du tout. J'ai lu ce matin, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, que Patouillet, donc qui avait été prêté à Sochaux cette année en national, pourrait être prêté à Molenbeek la saison prochaine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu ça ce matin. Donc une opportunité pour Benguy de devenir peut-être deuxième gardien. Bon, lui, il est blessé. Il y en a un autre qui est gardien remplaçant. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Anthony Lopez, donc le club souhaite qu'il parte.
Est-ce que lui souhaite partir, hein? C'est lui qui a les clés, hein, puisqu'il est sous contrat. Donc on verra bien. Deuxième joueur qui devrait partir, c'est Signali Diomandé, évidemment, qui ne joue plus du tout. Lovren, c'est un peu comme Lopez, le club aimerait bien s'en débarrasser, mais lui aussi a encore un gros contrat. Tagliafico, lui, c'est un petit peu différent parce qu'il a une petite cote sur le marché, mais un très très gros salaire. Alors, comme Anthony Lopez, pour simplifier les choses, il peut tout à fait... il lui reste une année de contrat à 5 millions, donc il signe avec un autre club pour 4 ans et il prend 3 millions, donc au final il a 12, plutôt que 5, il a 12 garanties au lieu de 5 garanties, donc ça peut matcher. Enrique Silva n'a pas été prolongé, donc à mon avis il ne va pas rester. Johan Le Penant devrait être prêté à mon avis. Akuoku, très difficile à transférer vu son niveau de jeu. Le club aimerait bien voir Tolisso partir, mais là aussi difficile à recaser du fait de son salaire. Par contre, Maxence Cacré, vous le voyez, 20 millions de valeur sur Transfer Market. C'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins, je ne sais pas. Mais lui, effectivement, partant après avoir participé à la qualification pour une Coupe d'Europe, eh bien, pourrait se sentir des envies d'ailleurs, d'autant que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas la cote auprès de tous les supporters, mais qui, je pense, a une bonne cote sur le marché. Et donc, lui-même, qui doit gagner à peu près 3,5 millions annuels, pourrait trouver un club en Angleterre, une sorte de mini N'Golo Kanté, pour faire énormément de travail au milieu de terrain, et donc lui-même doubler ou tripler son salaire à 24 ans. C'est le moment pour lui de partir. Donc, je pense que c'est un candidat au départ. Ryan Cherki, alors Maxence Cacré est sous contrat jusqu'en 2027, hein, donc il n'y a pas d'urgence à le vendre. Ryan Cherki, lui, par contre, est en contrat jusqu'en 2025, donc il y a urgence à le vendre. 25 millions, c'est peut-être un peu trop, on va dire plutôt 15-20. Mais le problème, c'est que Ryan Cherki est remplaçant à l'Olympique Lyonnais. Il n'a pas fait une énorme saison, elle n'est pas dégueulasse sa saison, mais elle n'est pas énorme. Et donc, s'il va voir en Bundesliga, s'il va voir en Angleterre, s'il va voir en Espagne, en Italie, il va être intéressant pour des clubs, on va dire, de moyenne catégorie. Des Francfort, peut-être West Ham, puisqu'ils aiment bien recruter chez nous. J'en ai parlé avec un collègue ce matin qui m'a dit Crystal Palace, pourquoi pas, puisque John Textor a départ à Crystal Palace, donc pourquoi pas aller à Crystal Palace pour se montrer, mais est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce que c'est pas mieux pour lui de faire une année de plus à l'Olympique Lyonnais, de faire la Conference League, de peut-être gagner plus de temps de jeu, etc. C'est là aussi lui qui a les clés en main, mais pour le club, ce serait vraiment un fiasco de ne pas réussir à le transférer, sauf, parce que ça c'est une possibilité, à ce qu'il prolonge. Évidemment, s'il prolonge de 2 années et donc est en contrat jusqu'en 2027, à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de raison de le transférer. Et pour lui, de se dire, si je fais une bonne saison, j'aurai peut-être plutôt des Aston Villa, des Atlético Madrid et des Napoli, plutôt que des clubs de seconde zone. Bon, il n'aura pas des Manchester City et des Real Madrid, hein, je ne pense pas. Ça dépend, hein, s'il fait une saison de feu, pourquoi pas. Mais en tout cas, lui, il a plutôt intérêt, à l'heure actuelle, à rester à l'Olympique Lyonnais. Et si l'OL est malin, eh bien, le faire prolonger ou alors, effectivement, réussir à le transférer. Donc, pour répondre à Alain, je pense que ce sont les joueurs qui ont le plus vocation à partir. Nash me demande si la DNCG venait à bloquer notre mercato d'été, cela voudrait dire que l'on ne pourra pas recruter définitivement Mangala, Benrahma, Kaleta, Charo, Baldé en sachant qu'ils sont prêtés avec option d'achat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les joueurs qui ont signé à l'Olympique Lyonnais depuis que nous sommes encadrés, les contrats ont été validés par la DNCG. Donc, je ne vois pas aujourd'hui la DNCG invalider ces contrats. Donc pour moi, non. Même si la DNCG venait à nous bloquer, pour moi, hein, mais bon, peut-être que je me trompe, ça ne remet pas en cause les options d'achat, même si elles sont quand même assez élevées, pour moi, non. Nassim me demande, penses-tu que la DNCG risque de bloquer notre recrutement estival malgré l'hypothétique vente de l'Arena qui n'est pas encore repris dans les prévisions? Alors non, mais effectivement, s'il n'y a pas vente de l'Arena, ça complique sérieusement les choses. Et la seule solution, ce sera de vendre des joueurs. Ça, il ne faut pas se mentir. Vikram Vishnu me demande quel est le réel état de nos comptes si on prend en compte la vente de l'OL Reign, la LDLC Arena. Donc, je l'ai dit.
dans ma prévision 24-25, l'état réel des comptes, il sera très bon pour cette année-là. Mais il faut anticiper le futur et donc réorganiser notre masse salariale. Nassim encore, le départ possible des gros salaires peut-il jouer en notre faveur? Oui, bien sûr. Comme je l'ai montré, la DNCG se base sur un taux de salaire de 70% des revenus. Donc si tes gros salaires partent, bah forcément, ça fait baisser ce taux. Manochito, salut Teddy, dans quelle mesure les recettes liées au stade et aux infrastructures annexes pourront-elles représenter une source de revenus viable, pertinente et intéressante à l'avenir, notamment pour les futurs mercatos, la stabilité financière du club? D'ailleurs, avons-nous déjà une idée où nous attendrons le point de rentabilité? Alors le point de rentabilité, il est très loin. Très loin. Néanmoins, comme je l'ai dit, les revenus des events, que ce soit pour le stade ou l'Arena, sont excellents. On le voit ici, sur 9 mois, on est à 23 millions, mais l'Arena a été mise en route fin novembre, donc je pense qu'on peut tabler presque sur 35 voire 40 millions de revenus annuels pour les infrastructures, donc c'est très bien. Allez, on va dire 30, mais vous voyez que c'est autant que les droits de télé. Donc c'est un poste très important. Malheureusement, évidemment, si on vend l'Arena, eh bien, on a une partie importante des events qui vont baisser. Mais c'est un choix de l'actionnaire majoritaire, donc là, on ne peut pas faire grand-chose. Il a décidé de faire des choses, on va dire de miser plutôt sur le court terme en termes de revenus plutôt que sur le long terme. C'est une vision à l'opposé total de ce qu'a fait Jean-Michel Aulas. Mais sur du long terme, ces infrastructures vraiment rapporteraient beaucoup d'argent. Alors, Dim, que serait la vision la plus optimiste pour le futur sur le plan financier? Alors, la vision la plus optimiste, c'est vraiment de réduire les charges de manière globale et notamment les charges de salaire, d'où l'importance, les amis, de notre cellule de recrutement, parce que pour le moment, malheureusement, je trouve que les joueurs que l'on a recrutés sont très chers. Nuama, c'est 25-30, alors même si c'est pas nous qui l'avons payé, mais bon, pour dire, Gift Orban, c'est 20 millions, Fofana, c'est 23 millions, Mangala, c'est 35 millions, Benrahma, c'est 20 millions, donc vous voyez, moi, j'attends qu'on recrute. Alors, on va me dire, il y a des contre-exemples. Maitland Niles, c'est pas très cher, Jake O'Brien, c'est pas très cher, bon ça d'accord, Mata, ça va. Mais il y a encore beaucoup trop d'acquisitions chères, en plus en Angleterre, donc avec des salaires très élevés. Alors ceux qui viennent de Belgique, c'est des salaires beaucoup moins élevés. Mais il y a aussi un élément qui explique pourquoi on recrute beaucoup à l'étranger. Vous avez remarqué, on ne recrute quasiment plus du tout en Ligue 1 ou en Ligue 2. Alors sauf Kelly Alvero, mais bon, tout simplement parce qu'il y a un régime fiscal qui s'appelle le régime des impatriés. Et donc, quand vous faites venir des joueurs de l'étranger, même s'ils sont français d'ailleurs, quand vous faites venir des joueurs qui jouent à l'étranger depuis au moins 5 ans, eh bien, vous avez un régime fiscal de faveur qui fait que vous payez moins d'impôts. Et donc, ça vous permet, à coût final égal, eh bien, de prendre des joueurs avec des salaires supérieurs, d'où donc le recours à beaucoup de recrutement à l'étranger. GG nous demande si on joue une Coupe d'Europe cette année, penses-tu que la DNCG va nous taper dessus ou ils vont nous laisser tranquilles? Alors, qu'on se qualifie ou non pour une Coupe d'Europe, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Se qualifier pour une Coupe d'Europe, c'est tout à fait positif, notamment sur le plan financier. Mais c'est pas ce qui va faire vaciller la DNCG. Non, ce qui va faire vaciller la DNCG, c'est l'état global des comptes. Albert Duncan, qui en fait est connu aussi sous le nom de Raskolnikov, à moyen long terme, si la situation sportive et économique ne s'améliore pas, risque-t-on la faillite après les rentrées d'argent diverses et les diverses ventes? Alors, je ne pense pas qu'on risque la faillite, mais le problème, c'est que l'OL vit à crédit, que John Textor vit à crédit, tout du moins pour ses investissements sportifs, et que si un jour il ne peut plus rembourser, bah, ce sont les créanciers, notamment le groupe Ares, qui vont tout récupérer. Et eux n'auront pas intérêt à ce que leur investissement se casse la gueule. Le fonds Ares est un fonds multimilliardaire, donc je ne crois pas du tout à une faillite de l'Olympique Lyonnais, même s'il peut y avoir des difficultés, notamment si on était tombé en deuxième division. Nairolf,
Le fait que Jean-Michel Aulas était en conflit avec Textor l'été dernier n'était-il pas une des raisons de nos soucis avec la DNCG? JMA ayant de nombreuses relations, n'aurait-il pas pu influencer les décisions de la DNCG? Maintenant que JMA et Textor ont fait la paix, peut-être que la DNCG sera plus clémente avec nous. Espérons que nous pourrons avoir les mains libres le mercato prochain. Alors, peut-être, je n'ai aucune preuve que ça existe ou que ça n'existe pas. Comme je l'ai expliqué, la DNCG se base sur des rapports mathématiques. Si vous êtes à plus de 70%, et je l'ai montré tout à l'heure, si on ne vend pas des joueurs cet été, si on ne fait pas l'OL Reign, on est largement au-dessus des 70% de masse salariale. Et dès lors qu'on passe en dessous, la DNCG nous laisse tranquille. C'est pour ça que qu'elle nous laissera tranquille. Je ne pense pas que les rapports entre JMA et Textor aient un moindre lien, mais ça c'est mon point de vue. Je n'ai rien pour le démontrer, mais je n'ai pas d'éléments qui me prouvent le contraire. Plop demande déjà une question sur le moyen terme au-dessus. Alors bon, je n'ai pas vu la question. Je vais compléter. Est-ce que c'est quoi le pire scénario à court terme en termes d'impact financier si on n'arrive pas à vendre certains, par exemple? Le scénario catastrophe, évidemment, c'est la descente en Ligue 2, puisqu'une descente en Ligue 2, c'est quasiment 3 fois moins de revenus. Donc là, 3 fois moins de revenus. Alors après, il y a des règles aussi sur les contrats des joueurs, etc. etc. Donc ça, ce serait vraiment le scénario catastrophe, mais je pense qu'il ne faut pas le craindre. Gilles me demande, avec le risque de ne pas jouer l'Europe, alors maintenant, le risque, il est plutôt... on a plutôt beaucoup de chances de jouer l'Europe, je pense. Ou alors une coupe qui ne rapporte rien. Alors c'est vrai, la C4 ne rapporte pas grand-chose, mais elle fait des entrées, elle fait du sponsoring, elle fait quand même des droits télé, donc il ne faut pas le négliger. Le club peut-il tenir encore 2 ans pour équilibrer les salaires complètement fous de certains joueurs et repartir sur des basses scènes? Alors oui, ça peut tenir encore 2 ans, donc jusqu'en 2025, donc une année maintenant. Mais il va falloir baisser notre grille salariale. Le plafond de salaire, ça doit être 3 millions, ça ne doit pas être 6. Le problème, c'est que Matic, il a signé pour 2 ans, mais bon, petit à petit, ça va se régler. D'ailleurs, on peut très bien imaginer que Lacazette reste s'il acceptait tout simplement une baisse de salaire. Gilles poursuit, le club n'aurait-il pas intérêt à proposer à Lovren, Tolisso, Lopez, voire Lacazette de lisser leur salaire sur du long terme, 5 ans par exemple, pour retrouver des marges de manœuvre. Lovren, Tolisso pourrait partir plus facilement en étant sûr de ne pas perdre d'argent avec une somme payée tous les ans. Alors là, je suis d'accord, bon, 5 ans, ça me paraît long, mais par exemple, 3 ans. On peut très bien imaginer qu'on fasse effectivement ce lissage. Je ne suis pas certain que ce soit la priorité, mais effectivement, c'est une option. Kevin qui m'a posé une question ce matin. En partant du principe que les plus gros salaires du club sont forcément nos meilleurs joueurs, comment économiser de l'argent et baisser cette masse salariale qui nous plombe, mis à part en faisant partir les plus gros salaires et donc en affaiblissant l'équipe? Serons-nous toujours dans l'obligation de nous séparer de nos meilleurs éléments pour rester dans les clous de la DNCG? Eh bien écoute, Kevin, c'est une très très bonne question, puisque finalement c'est ce qui s'est passé quand on a, après le Covid et quand on a cessé de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est que pour équilibrer les comptes, on n'avait pas le choix de vendre nos meilleurs joueurs, donc ça a été Guimarães, ça a été Paqueta, ça a été Malo Gusto, ça a été Lukeba, Barcola, Romain Fèvre, etc. Donc c'est une très bonne question. Alors déjà, se qualifier pour la Ligue des Champions, ça permet d'éviter de vendre tous tes meilleurs joueurs. Tu en vendras peut-être un chaque année, mais pas tous. Et puis évidemment, l'importance de la cellule de recrutement, que de bien recruter des joueurs pas très chers, mais qui sont bons. Donc là, la data, le scouting, etc., etc. On voit des clubs qui ont beaucoup moins de budget que nous, qui arrivent à être performants. Donc c'est à nous de l'être, notamment sur ce domaine. Raskolnikov, encore une fois, une petite dernière. Il n'y a pour le moment pas de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine, ce qui est catastrophique pour le foot français. Mais de mémoire, d'une de tes vidéos précédentes, les droits TV ne représentent que 15% du budget à la louche. Finalement, est-ce que l'OL n'est pas le club le moins tributaire des droits télé dans le foot français, avec la différenciation de ses activités qu'on peut imputer à Jean-Michel Aulas quand même? Tout à fait, bonne remarque, effectivement, les droits télé représentent environ 15%, on l'a vu tout à l'heure, donc on n'en est pas tributaire. Par contre, effectivement, on ne peut pas le négliger non plus. Imagine-toi te priver de 15% de tes recettes, je pense que tu serais dans l'embarras. Mais il y a aussi les droits télé européens si on fait la Coupe d'Europe, et quand on cumule tout ça, évidemment, ça permet de vivre plus tranquillement.
Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions les amis. J'ai fait un petit peu plus court qu'hier, 5 minutes. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. On va se retrouver demain pour le débrief de la dernière conférence de presse suite à match de Ligue 1, avant match de Ligue 1 de Pierre Sage. Allez l'OL évidemment, au moins match nul face à Strasbourg pour s'assurer la 7e place et aller vers la finale de la Coupe de France en étant déjà européen. Évidemment, je ferai un live dimanche avec le multiplex. Je pense que ça vous a bien plu la semaine dernière et à moi aussi d'ailleurs. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée les amis et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.